Honourable Member for Prince Albert. Well, thank you, Mr. Speaker. Before I begin, I'd like to thank the Honourable Member from Lethbridge for agreeing to trade his scheduled private member's business time with me so that I could rise before my scheduled surgery next week. It is greatly appreciated. I'd also like to thank all members of the Standing Committee of Justice and Human Rights for their unanimously passing of Bill C-590 at the committee stage. The committee amended C-590 to address its concerns that the bill's very significant penalties, particularly for first offenders, could lead to many cases where the driver refuses to provide a breath sample. Because the penalty for refusal has only a mandatory minimum penalty of $1,000, the amendment passed by the committee classifies the offence of driving with a blood alcohol content of more than 0.16 as a hybrid offence. On indictment, the penalties would remain as proposed in the bill. On summary convictions, the mandatory minimum fine for the first offence would increase to $2,000, which is double the minimum fine for impaired driving. For a second and subsequent offence, the minimum penalty would be 30 days in prison. The amendment ensures in most cases where drivers have a blood alcohol concentration of over 0.16, but there's no injury or death, the $2,000 fine combined with the mandatory prohibition on driving for 1 year would be a sufficient deterrent. Further, very severe penalties on indictment would be reserved for most serious cases where a motor vehicle operator's blood alcohol concentration is well above 0.16 or the driver caused significant property damage. According to Stats Canada, Mr. Speaker, almost half the fatally injured drivers in Canada had a blood alcohol content of more than twice the legal limit. This level of impairment has had a devastating impact on our youth, as they make up 31% of the alcohol-related deaths. A June 2009 report by the House of Commons Standing Committee on Justice and Human Rights on alcohol use amongst fatally injured drivers also found that the bulk of the impaired driving problems lies with those drivers having a blood alcohol content over the current criminal code of 0.08. Although high blood alcohol content drivers represents about 1% of the cars on the road at night and on weekends, they account for nearly 50% or half of all the drivers killed at those times. In my home community of Prince Albert, as most other communities in our nation, has been scarred by the toll of this selfless but preventable crime, Mr. Speaker. In July of 2013, Taylor Linton and Brandy Lepine, who was pregnant at the time of the accident, were both killed when a 21-year-old drunk driver slammed into Taylor's vehicle. Brandy, who initially survived the crash, was able to give birth to her daughter, Aurora, before she succumbed to her injuries. The driver who took the life of these two ladies is to be sentenced this fall. And in May of 2012, in Prince Albert, lost a strong community leader, Mr. Ben Darchuk. Ben was the owner of Auto Glass Business, which is located right next to my old constituency office location. And the 22-year-old driver, Mr. Speaker, who pleaded guilty for impaired driving, causing Ben's death, well, he received 2 years less a day at a provincial correctional center for his sentence and was a 3-year driving prohibition and was ordered to pay a $100 surcharge. Bill C-590 targets these young drivers with high blood alcohol contents by increasing specific penalties for their actions. The goal is to prevent these drivers from getting behind the wheel, as they cause a greater number of fatalities and are more likely to be repeat offenders. As the time of ends of this Parliament session is quickly running out, I therefore ask that we pass C-590 as quick as we can to give the Senate enough time to deliberate and pass it before the fast approaching summer is upon us. Thank you, Mr. Speaker. Questions and comments? Question commentaire. The Honourable Member for Ottawa South. Thank you, Mr. Speaker. I commend the member for bringing this bill forward. I wanted him to take a few more minutes to explain, if he could, for Canadians who are deeply concerned about the question of driving under the influence, not only of alcohol, of course, but under the influence of other drugs, medications, prescription pills. Of course, there is some linkage as well to the whole question of distracted driving as well, Mr. Speaker. But if you could take a minute just to amplify a little bit more on the net effect of what he's proposing in terms of how he sees it affecting potential prosecutions and convictions and penalties. The Honourable Member for Prince Albert. Well, I thank the member for his question. I thank the Liberal Party and the NDP Party for their cooperation in committee as we looked at improving and strengthening this bill. You know, that's one thing I think every member in this House knows somebody who's been impacted either through family members or through loved ones or through neighbors or friends with drunk drivers. The reality is we need to do what we can to educate our youth when they're going through the system and learning how to drive
the implications of drinking and driving. Now, one of the things that we do here by having a tougher penalty is we really drive home to our youth and to the people who are learning how to drive the importance of not drinking and driving, and that there's serious, serious consequences if you should proceed to act this way. Reality is, like I said, 50% of the fatalities are people with over a blood alcohol content of 0.08. So if you look at the fact that they're 0.16, these people are killing half the fatalities on the road. They need to be taken off the road. And there's no question whether or not they're drunk or not, Mr. Speaker. When you're 0.16 or higher, you're 2 sheets to the wind. You're not in a situation where you should be behind any vehicle, whether that's a car, a boat, a motorcycle, any type of vehicle that's operating, Mr. Speaker. Reality is you should never be in that scenario. So in this case, we address those type of people and make sure that they're not going to get behind the wheel and hurt somebody else because they tend to be repeat offenders. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable député de Rimouski, Neigette, Témiscouata, Les Basses. Merci beaucoup et merci beaucoup à mon collègue de Prince Albert d'avoir présenté ce projet de loi. Écoutez, c'est une question qui me touche directement. Je pourrais témoigner du fait que dans un des voyages que j'ai effectué dans ma circonscription lors des 4 dernières années, je ne spécifierai pas le moment ni l'endroit, mais j'étais aux prises à un moment donné avec une voiture qui, durant la nuit, s'est simplement tassée, est arrivée dans ma voie et finalement s'est arrêtée derrière moi. Il n'a pas causé d'incident, mais il était clair que le chauffeur en question était en état d'ébriété. Alors c'est une question qui est fondamentale. Elle touche également l'ensemble d'entre nous, particulièrement, je dirais, ceux et celles d'entre nous qui ont des enfants, comme c'est le cas de mon côté. Une question très simple pour le député. J'aimerais savoir s'il a, avant de rédiger son projet de loi et même dans le cours de sa rédaction, s'il a eu la chance de consulter avec des organisations comme, par exemple, MAD Canada, qui s'occupe directement de ces questions, pour y inclure leur input et l'information supplémentaire qu'elle pourrait avoir. Également, enrichir le projet de loi de cette manière avec non seulement des témoignages, mais des situations qui pourraient le rendre plus pertinent. Merci. The honourable member for Prince Albert. Well, I thank the member for his questions, and yes, I did talk to different organizations like MAD, and if you were to talk to them, they actually would have liked to have seen it gone even further. They'd like to have seen a mandatory minimum sentencing of greater degree. They'd like to see even more punishment for those people that drink and drive. You know, as legislators, we have to balance, of course, what is the will of different parties in order to get legislation through the House. So we had cooperation in committee, and thus we've ended up with legislation which is still better than what we had, but maybe doesn't quite meet what they expected or would like to see. Reality is, though, if we can do anything to take these people off the road, if we can do anything to save a life of a youth or somebody else who would be hit by a drunk driver, if this bill saves one life, which it is what it will do, we've done a better job and we've put forward a good piece of legislation. Should we stop here? No. Like our member from the Liberal Party said, there's other things we need to start looking at. Prescription drugs, marijuana, cocaine, things like that need to be addressed, and we need to find tools to address people that take those types of substances and drive. Reality is, if you're intoxicated by any means, you should not be behind the wheel. And we as parliamentarians in the next session are going to have to find a way to deal with these other types of prohibited drugs. As far as people in my riding, just like you said, there's so many people that have had personal experiences when it comes to drinking and driving, you know, whether losing loved ones or losing neighbors or friends, or in the situation of Ben's Autoglass or Ben, you know, not only did, you know, his family lose a father, here's a business owner that all of a sudden his employees lost their boss, you know, so the turmoil that went around that whole scenario was so heart-wrenching. And for what? It's just so sad. You know, the situation around him, he just bought a brand new boat. He was heading up to the lake to try it out for the first time. His family had just went up ahead of him to get a camping site, and they never met again. You know, it's just such a sad situation, and there's so many stories around Canada like that, that we need to do something to prevent this from happening again. Resuming debate. Reprise de débat. L'honorable député d'Alfred Pellin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, c'est vraiment un honneur pour moi de me lever en Chambre aujourd'hui au nom des citoyens d'Alfred Pellin à Laval que je représente depuis 4 ans pour parler du projet de loi émanant d'un député, le projet de loi C-690, loi modifiant le Code criminel et l'alcoolémie. Tout d'abord, en entrée de jeu, Monsieur le Président, j'aimerais dire à mon collègue qui a déposé le projet de loi en cette Chambre
que de mon côté, moi, je vais appuyer à la troisième lecture ce projet de loi. Et je vais expliquer dans mes remarques un peu pourquoi nous avons pris cette position-là de notre côté. Le projet de loi a passé en comité dernièrement, a été étudié par les membres du comité de la justice. Et après avoir étudié le projet de loi en comité chez les néo-démocrates, on considère que C-690, c'est un pas dans la bonne direction pour combattre le fléau qu'est l'alcool au volant. En résumé, Monsieur le Président, C-690 modifie l'article 255 du Code criminel afin de prévoir des peines plus sévères à l'égard de l'infraction prévue à l'article 253 lorsque l'alcoolémie du contrevenant dépasse 160 mg d'alcool par centilitre de sang, le double de ce qui est déjà prévu en termes d'infraction. Il rehausse également les peines minimales applicables en cas de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort. Je dois dire sincèrement que je crois, en tant que jeune mère d'une petite fille de 2 ans, mais aussi en tant que femme et en tant que néo-démocrate, que l'alcool au volant, c'est un enjeu qui est très important. Et je crois que c'est cher, le problème de l'alcool au volant, c'est cher à tous les parlementaires qui sont ici en cette Chambre. Et je ne veux pas me faire porte-parole des parents ici, mais je suis sûre que chaque père ou chaque mère ou chaque grand-parent ici a à cœur la santé de ses enfants et leur sécurité, mais la sécurité de leur famille, de leurs citoyens et de la population en général. Donc, tous ceux ici en cette Chambre, je suis persuadée, veulent combattre les problèmes d'alcoolisme au volant. Et C-690, dans ce cas-là, est un pas dans la bonne direction, Monsieur le Président. Lors de l'étude en comité, je ne fais pas partie du comité de la justice, j'ai des collègues incroyables qui font partie de ce comité-là. Je pense à ma collègue de Gatineau ou ma collègue de la Pointe-de-l'Île. J'ai regardé leur travail, j'ai regardé le travail de mes autres collègues parce que ça m'intéresse toujours qu'est-ce qui se passe en comité. Et je sais que tout le monde s'est assuré que ces nouvelles mesures travaillaient en fait à enrayer le fléau qui coûte la vie de beaucoup trop de Canadiens à chaque année. J'appuie le projet de loi, mais je sais qu'il y a certaines failles dans son contenu, ce que je regrette un peu. Par contre, comme je l'ai déjà mentionné, c'est un pas qui est dans la bonne direction. Bien que le Canada compte sur des lois et des sanctions très rigoureuses relativement à la conduite en état d'ébriété, plus de 750 automobilistes, motocyclistes, piétons et cyclistes ont été tués chaque année de 2003 à 2005 dans des accidents de la route mettant en cause un conducteur en état d'ébriété. Une seule personne, Monsieur le Président, c'est déjà trop. C'est plus que 2 personnes par jour. C'est beaucoup trop et il faut des mesures pour s'y attaquer. Bien sûr, il s'agit d'une estimation qui est relativement conservatrice parce que dans certains cas, il n'a pas été possible de déterminer si le conducteur avait un taux d'alcoolémie plus haut que la norme qui est prescrite. Certaines organisations de sécurité routière estiment que le nombre de victimes est en fait beaucoup plus élevé, Monsieur le Président. Et bien qu'on puisse remettre en question le nombre exact de victimes, personne ne met en doute que l'alcool au volant cause un grand nombre de blessures et de décès qui pourraient être évités. Le projet de loi C-590 qui est proposé par mon collègue cherche à diminuer ces blessures et décès en modifiant, comme je l'ai mentionné, l'article 255 du Code criminel afin de prévoir des peines plus sévères à l'égard de l'infraction qui est prévue déjà dans le Code criminel lorsque le taux d'alcoolémie dépasse les 160 mg d'alcool. Et comme je l'ai mentionné aussi, il rehausse également les peines minimales applicables en cas de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort. Je crois sincèrement de mon côté qu'il faut toujours en faire davantage contre l'alcool au volant. Et ici, au NPD, on s'est penché sur les mesures proposées par le député de Prince Albert et on a vu qu'elles étaient un pas dans la bonne direction pour lutter de façon effective contre le fléau de l'alcool au volant. Il reste par contre certaines questions que nous avons déjà soulevées sur le fait que les peines minimales d'emprisonnement dans ce projet de loi sont sensiblement plus courtes que les peines
actuellement imposées pour ces infractions. Donc, quand j'ai mentionné certaines failles qui se retrouvaient dans le projet de loi, selon moi, c'est une des failles que je retrouve, le fait qu'on diminue, en fait, les peines minimales d'emprisonnement. Et je vais mentionner un peu plus loin pourquoi ça a un effet. Donc, par exemple, en 2011-2012, la durée moyenne d'emprisonnement était de 277 jours pour conduite avec facultés affaiblies entraînant des lésions corporelles et 959 jours pour conduite avec facultés affaiblies causant la mort. Pourquoi ces peines minimales proposées-là sont importantes et pourquoi il faut en discuter? C'est que la tendance veut que les peines minimales deviennent souvent la peine par défaut, excepté dans les pires cas, Monsieur le Président. En d'autres mots, la peine minimale finit par devenir la norme plutôt qu'une sentence réservée aux crimes moins sérieux. Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que les avocats de la défense demandent la peine minimale, à moins que la couronne puisse démontrer que le crime de leur client mérite une punition exemplaire. Comme je l'ai mentionné, il faut absolument qu'on en fasse davantage contre l'alcool au volant. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant que parlementaire, mais aussi en tant que citoyen dans nos communautés. J'aimerais ressouligner la question qui a été posée par mon collègue néo-démocrate concernant le type de consultation qui a été faite concernant le projet de loi qui est proposé par mon collègue de Prince Albert. J'aurais aimé savoir un peu plus de détails, à savoir qui a été consulté pour proposer le projet de loi. Je sais que, par exemple, il y a le groupe MAD Canada qui travaille extrêmement fort sur le dossier de l'alcoolisme au volant. Et je pense que tout le monde ici souligne leur travail exemplaire dans ce dossier-là. Et il serait bon de savoir, en fait, quelle est leur position face à ce projet de loi-là, mais aussi les nombreux intervenants qui travaillent à travers le Canada sur ce dossier qui est si cher et si important pour nos concitoyens. Donc, c'est une part importante, je crois, si on veut agir en matière, avoir du leadership en matière de sévir contre l'alcoolisme au volant. Quelles sont, c'est sûr, ici on parle des peines qui sont imposées aux contrevenants, en fait. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut faire du travail en aval de tout ça. Et je ne le mentionnerai jamais assez, Monsieur le Président, ce qui est important de faire dans ce type de situations-là, qui sont aussi sensibles, c'est souvent un travail d'éducation. Un travail d'éducation, que ce soit chez les jeunes conducteurs qui vont prendre le volant ou qui s'apprêtent à suivre leur cours ou qui cherchent à avoir leur permis. C'est bon de leur montrer, entre autres, en tant que parents, les bonnes pratiques, regarder ce qui est possible de faire, mais aussi à ceux qui ont déjà leur permis, de s'assurer que les gens comprennent bien les effets négatifs que l'alcool au volant peut avoir et tous les impacts que ça peut avoir sur notre société. Donc, ne pas oublier de mettre l'éducation d'avant-plan dans ce dossier-là. Je dois aussi mentionner que, et je tiens à le faire, je suis une jeune maman et on dirait que depuis ce temps-là, tous ces enjeux-là me touchent de plus en plus. Je crois que c'est dans la suite normale des choses. On veut s'assurer que notre famille grandit bien. Et en tant que jeune mère, je dois dire que je sympathise grandement avec toutes les victimes et les familles qui sont victimes de l'alcool au volant. C'est jamais quelque chose qui est facile, Monsieur le Président, et jamais quelqu'un va pouvoir comprendre ce que c'est la perte d'un être cher, peu importe les circonstances. Je crois qu'en fait, un système de justice qui est financé de manière équitable les aiderait grandement dans leur cheminement. Il ne faut jamais oublier les premières victimes, les familles, les amis, les proches, les victimes de l'alcool au volant. Et j'aimerais avoir un message parce que le projet de loi ne vise pas spécifiquement les jeunes et il faut éviter de stéréotyper dans ce cas-ci. Il ne faut pas stéréotyper notre jeunesse, c'est absolument important. Et dans ce cas-là, je crois que il faut faire extrêmement attention. Et aussi, il faut rappeler que les statistiques quant aux jeunes et à l'alcool au volant se sont beaucoup améliorées au cours des dernières années. Et ça, je pense que c'est un grand travail que tous les parents ou toute la société a fait en général. Donc, je vois que mon temps s'écoule, Monsieur le Président. J'aimerais juste remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet de loi-là dans le Comité de la justice et mon collègue de Prince Albert, mais aussi le travail incroyable qui a été fait par notre porte-parole en matière de justice, ma collègue de Gatineau et sa porte-parole adjointe, ma collègue de la Pointe-de-l'Île, qui ont pris cet enjeu-là extrêmement à cœur.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Resuming debate, reprise de débat, the honourable member for Charlottetown. Thank you very much, Mr. Speaker. I'm pleased to rise today to speak on Bill C-590, an act to amend the criminal code with respect to blood alcohol content. This bill from the member for Prince Albert allows for stiffer penalties for impaired driving where the offender was severely intoxicated. Specifically, the changes will apply to convictions where an offender's blood alcohol concentration exceeds 160 milligrams of alcohol in 100 milliliters of blood at the time of the offense. As the Justice Critic for the Liberal Party, I have recommended to my caucus colleagues to support this bill. Impaired driving is the leading criminal cause of death in Canada. Every life taken by a drunk driver is an avoidable tragedy. Getting behind the wheel while impaired is a reckless and selfish personal choice, and its predictable results cannot be undone. Across the country, the number of bodily injuries and deaths caused by impaired driving continues to be unacceptably high. It has been a perennial and vexing problem in my province of Prince Edward Island, and I know that the same can be said for the home province of the member from Prince Albert. I will say a few words later on about some creative strategies that my province is trying, strategies that could be used beyond the simple solution of amending the criminal code, which seems to be the default tool of choice for just about everything in this government. In spite of the inclusion of mandatory minimum sentences, I can support this legislation. By targeting drivers who are severely intoxicated, C-590 will send a public message about the category of drivers who pose the greatest statistical risk. The Traffic Injury Research Foundation found that impaired drivers with a blood alcohol content of over 160 milligrams per 100 milliliters of blood represented close to 70% of impaired drivers killed in car accidents. When we're talking about this crime, I do think stiffer penalties may be an effective deterrent, since many people who get behind the wheel while impaired wouldn't be prone to criminality in general. Impaired driving is a crime that people have taken more seriously over the years, in large part due to the advocacy of groups like Mothers Against Drunk Driving. My hope is that keeping focus on this issue in Parliament can also continue the cultural shift towards social condemnation of impaired driving. This is a crime where stigma is the real deterrent. Far fewer people drive while intoxicated today, so we see that behaviors can change. And we see evidence to this effect. According to StatsCan, the rate of impaired driving causing death dropped 29% in 2011, reaching its lowest point in over 25 years. The number of incidents of impaired driving causing bodily harm also fell to half of what it was 25 years before. Of course, half the number of incidents isn't good enough. Behaviors need to keep changing. Everyone in this chamber understands what I'm talking about. Every Canadian community has been touched by impaired driving. Coming from Charlottetown, Mr. Speaker, the way in which impaired driving has touched me is in the case of my neighbour, Kristen Cameron. This young lady used to babysit our children. She was a very talented and promising young hockey player who was recruited by a hockey scholarship to play in the United States. She excelled in the United States and was actually made into an All-American. She was named to the All-America team for female hockey. She went on to share her talents as a coach at Mercyhurst College, one of the premier women's hockey programs in the country. And during her time as a coach, she was driving her bike when she was struck by a drunk driver and rendered quadriplegic. Unlike many stories involving drunk driving, however, this one, while involves a tragedy, does not have a particularly sad ending. Kirsten continues to inspire through her sheer determination. She is about to be named to the Canadian Paralympic rugby team, and certainly is someone who continues to make all Prince Edward Islanders proud. Across the country, there are too many stories of lives lost or changed forever by impaired driving. Mothers Against Drunk Driving, or MAD, estimates that there are somewhere between
1,250 and 1,500 impairment-related crash deaths in Canada every year, which is 3.4 to 4.1 per day. Then there are the injuries. In 2010, MAD estimated there were approximately 63,821 individuals injured in impairment-related crashes. That same year, according to Statistics Canada, police reported 121 incidents of impaired driving causing death. Though my understanding is that that number only refers to the number of charges. According to Transport Canada, alcohol use was a factor in almost 30% of deaths from vehicle crashes during the period 2003 to 2005. As I said, impaired driving is the leading criminal cause of death in Canada. So what will C-590 change? This bill amends the criminal code to create higher minimum sentences and allow the imposition of more severe penalties for impaired driving where the offender is acutely intoxicated. Again, we're talking about a blood alcohol content of over 160 milligrams per 100 milliliters of blood. To put that in perspective, I understand that would mean approximately 8 drinks for a 160-pound individual. C-590 also creates minimum penalties for convictions for impaired driving causing bodily harm or death. The specific changes are as follows. Currently, if someone is caught with blood alcohol over 80 milligrams per 100 milliliters, a summary conviction fine of $1,000 applies. With a level over 160 milligrams, it's an aggravated circumstance in sentencing. With C-590, if the level is over 160, it would now be a minimum $2,000 fine, twice the current amount. In addition, the penalties on indictment are much more severe, a minimum fine of $2,000 and a minimum of 60 days in prison. The maximum period in prison would also be doubled to 10 years on indictment, and a second or subsequent offense would carry a minimum of 240 days in prison, again, double the current amount. These changes in C-590 have been amended since the House last considered this bill. The change at committee was to retain a summary conviction option for acute intoxication. That change came out of concern for creating a loophole whereby drivers would simply refuse samples, which carries a lower penalty. The change we settled on doesn't make for a perfect law, but it is an improvement that will affect some offenders. I commend the mover and his colleagues on the Justice Committee for making amendments which have improved this bill and provided a mechanism for prosecutors to exercise their discretion in such a manner as to avoid the one-size-fits-all consequences of minimum mandatory sentences. I would like to say a word about the situation in Prince Edward Island, where we have a chronic problem with drunk driving in spite of guidelines within our provincial courts, which makes incarceration automatic in virtually 100% of DUI cases, regardless of the blood alcohol content reading. Along with Saskatchewan and the Territories, we have one of the highest rates of impaired driving in Canada, I'm sad to say. In 2012, our provincial government did something about it with 3 significant changes to the law. First-time offenders must have ignition interlocks installed. Second, offenders caught with children under 16 years of age in their vehicle will have to use ignition breathalyzers for 2 years. And third, the government introduced tougher rules for impounding vehicles. I know that Mothers Against Drunk Driving was very supportive of those changes. In addition, Prince Edward Island has introduced special, discrete license plates for police to recognize the vehicles of repeat drunk drivers, as well as a campaign for people to call 911 if they observe impaired driving. Again, Mothers Against Drunk Driving supported these changes. There are potential solutions to problems other than amendments to the criminal code, Mr. Speaker. We've seen promising results. From 2013 to 2014, the number of convictions for impaired driving decreased by nearly 20%. We need to do better, but I'm pleased to see progress and hopeful for the future. In 2013, we had 297 convictions for impaired driving, and in 2014, 241. Compare that to 628 convictions in 1989 and 1,570 convictions in 1980.
I would encourage parliamentarians from all parties to take a look at these measures on the island and consider whether they could be useful in their respective regions. Mr. Speaker, the parties in this House disagree on many issues, but the need to stop drunk driving in Canada is not one of them, and that's why I will be supporting Bill C-590. Thank you. Reprise de débat. Resuming debate. L'honorable député de Gatineau. Merci, merci, M. le Président. Merci à mes collègues. C'est beaucoup d'enthousiasme en ce vendredi après-midi. Mais pour un projet de loi qui est extrêmement important, le projet de loi C-590, c'est un honneur pour moi de me lever en cette Chambre au nom de mon comté, au nom du comté de Gatineau, mais aussi au nom de mes collègues du nouveau Parti démocratique à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice pour annoncer d'entrée de jeu qu'effectivement, nous aussi, nous appuyons le projet de loi C-590, loi modifiant le Code criminel au niveau de l'alcoolémie. Qui veut rendre plus sévères les peines lorsque quelqu'un a plus qu'une alcoolémie qui dépasse 160 mg d'alcool par 100 ml de sang et qui causerait certains à côté extrêmement importants comme des lésions corporelles ou même la mort. J'ai entendu plusieurs des collègues en cette Chambre le mentionner. C'est encore aujourd'hui, en 2015, un fléau. C'est encore en 2015 une problématique que des gens se promènent encore et croient encore pouvoir conduire un véhicule qui est quand même pratiquement, qui peut être considéré comme une arme, quelque chose, un objet qui peut causer des dommages et penser qu'on peut entrer dans ce véhicule et avoir de l'alcool dans le sang. Peu importe la quantité d'alcool dans le sang. Au niveau du nouveau Parti démocratique, c'est clair que c'est une tolérance zéro en matière d'alcool au volant. C'est clair. Parfois même, on trouve que ces mesures, il y a sûrement autre chose à faire. Parce que si vous me posiez la question, Monsieur le Président, à savoir si je pense que C-590 réglera la question, parce que c'est un peu ce qu'on vise toujours. Normalement, j'imagine, quand on présente un projet de loi, c'est de s'assurer que ça accomplisse ce qu'on vise. Et dans le cas ici, c'est d'envoyer, oui, un message clair, mais j'ose espérer plus qu'un message clair parce qu'il y a des gens qui, semble-t-il, ne comprennent pas parce qu'on a beaucoup de récidivistes au volant qui, malheureusement, ne semblent pas avoir de crainte en regardant un code criminel. Donc, est-ce que ce C-590 va réussir à faire en sorte que ce concept de tolérance zéro va être compris une fois pour toutes par tous les pans de la population canadienne? J'en ai de sérieux doutes. Premièrement, j'ai de sérieux doutes à savoir si ce projet de loi-là est bien conçu. N'en déplaise aux collègues conservateurs qui le présentent, c'est un projet de loi qui aurait certainement intérêt à être peut-être fignolé un petit peu plus. Là, pour l'instant, avec le temps qui presse, avec le temps qui court dans cette session parlementaire qui s'achève, c'est à, je dirais, une demi-mesure. Demi-mesure, pourquoi? Parce que, bien qu'on n'ait pas eu plusieurs témoins au comité justice sur le projet de loi C-590, il était clair que la personne qui a présenté le projet de loi n'était pas nécessairement une personne, c'était une personne qui était bien intentionnée par rapport à l'objectif, mais qui n'est nécessairement pas un juriste et nécessairement pas une personne qui avait beaucoup, aux questions qu'on lui posait, beaucoup de questions laissées sans réponse. Alors, il y a des jeux, il est clair qu'on s'en rend compte et les gens du ministère de la Justice s'en rendent compte aussi qu'il y a certains trous à l'intérieur de ce projet de loi-là qui n'étaient peut-être pas récupérables au niveau qu'il a été présenté, raison de plus parfois dans ce type de dossier que ça ne vienne pas nécessairement des députés d'arrière-ban, mais plutôt du gouvernement, parce que ce sont des politiques complexes, des articles dans le Code criminel qui peuvent avoir certaines contestations, mais qui peuvent aussi créer certaines confusions. Et la confusion principale ici, à une question que je posais au collègue d'en face lorsqu'il nous a présenté son projet, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour la plupart des contrevenants, lorsqu'ils se feraient arrêter par un policier sur le bord de la route, se ferait demander de souffler dans l'ivresse-maître? Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt, sachant que les pénalités pour quelqu'un qui a plus que 180 et 160 millilitres dans le sang
d'alcool, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à ce que la personne refuse tout simplement de souffler dans l'ivresse-sommeil? On le sait que le refus de souffler dans un ivresse-sommeil conduit à certaines sentences. Moins sévères, Monsieur le Président, et vous êtes avocat comme moi, moins sévère que l'infraction telle que conçue maintenant et qui serait adoptée par le projet de loi C-590. Donc, une personne qui serait en état d'ébriété assez avancé, merci, aurait certainement un intérêt à s'enligner plus du côté du refus de souffler que de souffler et de donner la preuve à la couronne qu'elle était au-dessus de cette nouvelle limite qui crée cette nouvelle sentence. Ça, c'est le genre de choses que moi, personnellement, comme porte-parole à la justice, pour le nouveau Parti démocratique, j'ai toujours regardé les projets de loi conservateurs dans ce sens-là. En ce sens que c'est pas tellement... La problématique, c'est pas d'être tough on crime, comme ils s'amusent et qui se plaisent à le dire, mais d'être intelligent dans notre façon, dans notre approche, s'assurer que ce qu'on présente, ce que l'on fait, va réellement faire ce qu'on prétend que ça devrait faire. Si, par l'adoption du projet de loi C-590, ce que ça crée, c'est que ça crée des jeux qui vont se faire. Je mentionnais lors des audiences en comité, nous, juste pour parler du comté de Gatineau, Monsieur le Président, je pense que pas plus tard que janvier ou février de cette année, il y a un juge qui a rejeté, je pense, une trentaine d'accusations qui étaient en matière d'ivresse au volant. Pourquoi? Parce que ces dossiers-là n'avaient pas procédé dans les délais raisonnables. Ça a fait les manchettes, ça a estomaqué beaucoup de gens. Quand je me promène dans mon comté et que je parle de cette problématique de l'alcool au volant, du fait que malgré toutes les campagnes d'information, tout le durcissement de sentences qui ont été créées dans les dernières années, on dirait que les gens ne comprennent toujours pas le message. Le problème, c'est qu'on a, du côté conservateur, commencé à modifier le code criminel à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et à un moment donné, ce que les spécialistes des causes criminelles me disent, autant au niveau de la couronne, des procureurs de la couronne, que de la défense, tous les intervenants à tous les niveaux, les corps policiers aussi, les juges. Il y a tellement un backlog, excusez l'expression anglaise, de dossiers. Il y a tellement une recrudescence de dossiers. Et à un moment donné, c'est que il y a des jeux qui se font entre la couronne, la défense. Les sentences étant plus dures, la défense est moins portée à avoir des règlements avec la couronne, portée à vouloir plaider tous les dossiers pour éviter justement l'entrée de jeu de certaines nouvelles sentences. Et tout ce que ça fait, c'est que ça crée un embourbement absolument phénoménal de nos palais de justice. Et ça, c'est pas juste à Gatineau, c'est partout au Québec, c'est partout au Canada. Le fait que ça embourbe, à mon avis, ne devrait pas être seulement la raison pour s'empêcher de faire quelque chose. Par contre, ce que l'on dit souvent du côté du nouveau Parti démocratique, c'est que si on veut arriver avec ces nouvelles mesures, ces nouvelles sentences, créer une nouvelle façon de faire les choses, bien, il faut donner les outils, premièrement, aux policiers, en avoir plus sur le terrain pour être capable d'intercepter les personnes, les contrevenants, et par la suite, s'assurer que notre système de justice est capable de prendre en charge ces gens-là, est capable de leur donner un procès dans un délai raisonnable. Pas un délai déraisonnable parce qu'il manque de juges, manque de procureurs de la couronne et manque de salles dans les palais de justice. Alors, tout ça mis ensemble crée un système présentement qui est extrêmement dysfonctionnel, malheureusement, qui fait en sorte que les palais de justice un peu partout crient à l'aide et personne ne leur répond. Tout ce qu'on leur répond, c'est des nouvelles lois à ajuster, à interpréter les uns avec les autres, à complexifier les situations juridiques, à faire parfois même l'inverse de ce que les amis conservateurs essaient de faire, c'est-à-dire créer une situation où beaucoup de gens réussissent à se faufiler, malheureusement, dans les cracks de système. Combien de fois j'ai entendu, Monsieur le Président, vous l'avez sûrement entendu vous aussi, le fait que des gens disent, parce qu'on le voit dans les journaux, hey, ce gars-là, ça fait 5 fois qu'il se fait attraper. 5 fois, puis il y a une petite sentence bonbon.
un des problèmes majeurs et qui n'a toujours pas été réglé par les amis conservateurs, c'est le fait que les antécédents judiciaires, la GRC manque de ressources. Donc, les casiers judiciaires ne sont pas à jour. Alors, on le sait qu'il y a une façon d'avancer devant les tribunaux pour faire valoir les récidives, mais il faut que le casier judiciaire, le dossier antérieur soit bien identifié. S'il ne l'est pas, la Couronne ne peut pas faire de miracle puis dire, bien, vous savez, ça n'a pas été inscrit encore, mais il a été trouvé coupable en telle année. Ça ne marche pas de même. Alors, il y a des choses à régler parfois plus fondamentales et ça ne nous empêchera pas d'appuyer le projet de loi C-590 qui part d'un bon sentiment, mais qui ne sera certainement pas la solution à tous les maux, malheureusement, en matière de tolérance zéro d'alcool au volant. Merci, M. le Président. Resuming debate, reprise du débat, the honourable member for Burnaby, New Westminster. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Et là, ça m'a fait plaisir d'ajouter ma voix à celle de le député des Gatineau qui a fait un discours extrêmement éloquent tout à l'heure, et aussi le député de Alfred Pelin qui a aussi fait un discours extrêmement éloquent en appui le projet de loi. Mais c'est sûr, comme le député de Gatineau a si bien dit, il y a des lacunes dans ce projet de loi. Et ce qui est malheureux, M. le Président, c'est que là, les conservateurs n'acceptaient aucun amendement à ce projet de loi. Quand on regarde ce qui a été proposé au niveau du comité, effectivement, il n'y avait pas l'adoption d'amendements qui pourraient faire en sorte que ça améliore le projet de loi. Ça, c'est malheureux, M. le Président. Now, there's no doubt that I think everyone in this House understands the importance of cracking down on drunk driving. And I don't think there's a single member in this House that hasn't had a family member or a neighbor or a friend or their family involved in these tragedies that take place far too often on Canadian highways. Mr. Speaker, what we see often is tragedies that were entirely preventable. But somebody getting behind the wheel of a car and deciding to drive while having consumed alcohol is somebody who is a risk to people throughout the community. And far too often, it results in serious injury and even death. Mr. Speaker, as you know, my riding of Burnaby, New Westminster, is part of the North Fraser area, but we're connected to the South Fraser area through a number of bridges, including Patella Bridge. And I know a number of constituents that have encountered, some who've had family members who have died, some who have had family members who have been severely injured because of drunk driving on the Patella Bridge. And this is something that's repeated right across the country. So there's no doubt that having legislation is helpful. But, Mr. Speaker, what this legislation lacks is somewhat along the lines of what my colleague, the member from Gatineau, just expressed so eloquently a few minutes ago. What this government has done in terms of crime prevention, in terms of cutbacks to the RCMP or clawbacks to the RCMP, refusing to adequately fund the judicial system, have caused an enormous prejudice to actually putting in place a smart policy on crime. And Mr. Speaker, I think the most egregious is the slashing of crime prevention programs. Mr. Speaker, for every dollar we invest in crime prevention programs, we save $6 in policing costs, in judicial costs, in penal costs. So the investment for the Canadian taxpayer is extraordinarily large. $1 invested in crime prevention saves money in a whole variety of other spheres, but more importantly, Mr. Speaker, it means there are no victims because the crime isn't committed in the first place. Now, this Conservative government has completely slashed and burned crime prevention funding. Mr. Speaker, we've seen right across the country crime prevention offices that were set up to prevent crime, to stop crimes from being committed, like drunk driving, to educate the population so that what we end up with is a population that understands the ramifications of these kinds of offenses and doesn't commit them. That those crime prevention programs were slashed and burned by a government that seems to, in some bizarre way, seems to want to triumph on fighting crime when they actually undermine all of the effective programs that would actually reduce crime rates.
This is the problem, Mr. Speaker. We've seen it in the lower mainland of British Columbia, but right across the country. If you ask members of Parliament from any part of the country, you'll see the same reaction. This government has been utterly irresponsible when it comes to taking a smart approach to crime and reducing crime at its source by putting in place education programs around drunk driving, making that investment, and even more importantly, overall having a crime prevention strategy in place. Now, the elimination of all those programs has been distinctly unhelpful. And what it has led to, as we're seeing now in various parts of the country, is a rise in the crime rate. Now, Mr. Speaker, we've been raising, the member from North Surrey and the member from Newton North Delta have been raising consistently in this House the number of shootings taking place in Surrey, British Columbia. And Mr. Speaker, as you know, what has happened in Surrey is because, number one, this Conservative government didn't keep its commitments to put more frontline police officers in place across the country. They failed to keep that commitment. And Mr. Speaker, as well, as you well know, we have as a government that has clawed back from the RCMP. So our frontline police officers on combating drunk driving, like other offences, have fewer resources than they used to have, again, because this government seems to want to put money into other things. Maybe it's the Senate. Maybe it's special conferences of the last 1 or 2 days and cost $1 billion. They're eager to put money there. But when it comes to crime prevention programs, frontline police officers actually adequately funding the RCMP, what we have seen is a woeful lack of responsibility from these Conservatives, Mr. Speaker. And I think that's the reason why, when we look at poll after poll after poll, 70% of Canadians say they're finished with these Conservatives. They want nothing more to do with them. They are eagerly awaiting the day of October 19th when they can toss the Conservatives out of office. Because in the one singular policy that they said they would be good at, they have proven to be irresponsible at. Yes, there are some bills that may help, like the bill that we're discussing today, but when you cut and slash crime prevention, when you don't keep your commitments around frontline police officers, when you claw back from the RCMP, what you're doing is undermining the institutional foundations of actually putting into place a smart on crime strategy, Mr. Speaker. And the unfortunate victims of this are Canadians who, as a result of those incredibly short-sighted policies, incredibly mean-spirited cutting, and foolish, irresponsible approach when it comes to being smart on crime, the victims of those are Canadian families, Mr. Speaker. So when we look at a bill like this, we say, yes, this bill may move us forward. There are weaknesses in the bill that should have been addressed, but this government doesn't actually accept amendments from the opposition. But more importantly, it's not the bill that counts, it's the overall actions. And every single time over the last 4 years, when the Conservatives had an ability to make the right decision, they have chosen to make the wrong decision. Slashing crime prevention, wrong decision. Refusing to keep a commitment to putting more frontline police officers into communities like Surrey, British Columbia, where we've seen a marked increase in the number of shootings. A foolish, wrong decision. Clawing back from the RCMP, Mr. Speaker, a foolish, wrong decision. We've simply seen too many foolish, wrong decisions. We'll support the bill today, Mr. Speaker, there's no doubt. But I think for people who feel strongly as I do, that we need to crack down on drunk driving, including at the source, including putting in place smart strategies to educate the public and crime prevention strategies, I think most Canadians will have to wait or after October 19th of this year, when they'll actually have a government in place that will do the smart thing, do the right thing in battling crime and reducing the number of victims that we have in this country, Mr. Speaker. Thank you very much. Reprise du débat. Resuming debate. Honorable député de Rimouski, Neigette, Témiscouata, Les Bas. 8 minutes pour son discours. Merci beaucoup, M. le Président. Il me fait plaisir de me lever en cette Chambre, même si c'est toujours difficile de suivre le député de Burnaby, New Westminster. Il me fait plaisir de me lever pour parler de ce projet de loi C-590, la loi modifiant le code criminel en ce qui a trait à l'alcoolémie.
Et je peux vous dire d'entrée de jeu, Monsieur le Président, que moi également, de façon personnelle, je vais voter en faveur de ce projet de loi en troisième lecture. Je me vois cependant forcé de répéter un peu certains arguments qui ont été avancés de façon très éloquente et par la députée de Gatineau, qui est également la porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice, et de la députée d'Alfred Pelland, qui a amené des points qui sont extrêmement importants et qui, je pense, sont ignorés de manière chronique par le gouvernement conservateur. Et ce n'est pas récent, Monsieur le Président, on le voit depuis les 4 dernières années. C'est un projet de loi, effectivement, qui est pertinent, en ce sens où la question de l'alcool au volant est une question qui préoccupe l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Préoccupe également parce que je pense qu'on peut tous et toutes trouver, ici dans cette Chambre, mais également de la part des Canadiens et des Canadiennes en général, certains exemples qui nous ont affectés, certaines tragédies également qui nous ont affectés de près ou de loin, que ce soit au niveau de notre famille ou encore au niveau de la communauté dans laquelle nous vivons. Alors, il est clair que de rendre plus sérieuses les peines, les infractions relatives à l'alcool au volant, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était vu comme étant un délit mineur, un accident de la route, simplement, qui n'était pas vu comme étant une action criminelle. Je pense qu'on doit être heureux de ce côté-ci, dans cette Chambre-ci, des progrès qui ont été effectués depuis ce temps où cette mentalité était prévalente. Cependant, il y a des façons de faire qui sont, encore une fois, réminiscentes des façons de faire passées du gouvernement conservateur, entre autres la question des peines minimales. Et la députée de Gatineau a mentionné de façon très éloquente, je l'ai mentionné, le fait que de telles dispositions pourraient être contre-productives. Le gouvernement, depuis 4 ans, en fait, s'est amusé à mettre des peines minimales sur à peu près toutes les offenses sérieuses. Il est clair de l'expérience américaine que les peines minimales, en fait, démontrent en premier lieu une absence de confiance envers les juges et notre système judiciaire, mais également, Monsieur le Président, entraînent des coûts importants pour notre communauté parce que les juges, on les empêche de pouvoir tenir le contexte de l'offense. Maintenant, lorsqu'on parle d'alcool au volant, évidemment, le contexte est difficile à nier. Quelqu'un a simplement trop bu, a manqué de jugement et doit effectivement être tenu criminellement responsable de ses actions. Mais si on regarde l'ensemble des autres offenses qui ont été amenées par le gouvernement et qui sont maintenant sujettes à des peines minimales, on peut voir que la question des peines minimales est bien souvent contre-productive, soit parce qu'elles empêchent une possible réhabilitation, ou encore parce qu'elles imposent en fait une direction générale qui est adoptée par la suite, c'est-à-dire d'utiliser la peine minimale comme étant une peine standard, alors que les circonstances, le contexte, pourraient en fait entraîner une peine plus sévère. Le système judiciaire et les juges en qui le gouvernement démontre un manque de confiance pourraient être tentés, et le font bien souvent, et encore une fois, c'est l'expérience américaine qui le démontre, d'y aller au plus petit commun dénominateur. Alors, en ce sens-là, on est réfractaire aux peines minimales, non pas parce que nous jugeons que les criminels ne doivent pas recevoir une sentence à la hauteur des crimes qu'ils ont commis. Et encore une fois, je tiens à préciser que nous considérons tous dans cette Chambre, tout le moins de ce côté-ci, je pense que c'est la même chose du côté du gouvernement, que l'alcool au volant constitue une infraction criminelle, et une infraction criminelle grave qui bien souvent met la vie des autres en danger, mais que le gouvernement fait fausse route de manière continuelle en n'offrant pas ou en n'étendant pas cette confiance dans notre système judiciaire. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir, qui a été spécifié par ma collègue de Gatineau, et elle parle en connaissance de cause, c'est le fait qu'on a beau avoir le système judiciaire le plus strict au monde, si on n'a pas les ressources qui suivent, les ressources qui sont données non seulement aux instances de la loi, mais non seulement aux instances de l'ordre, mais également aux instances de la loi, ça va être extrêmement difficile de pouvoir s'assurer que l'intention du Parlement est effectivement respectée. Parce que si la GRC manque de ressources, si nos corps policiers, en général, manquent de ressources, si notre système judiciaire, si nos tribunaux manquent de ressources, bien, on va avoir un système déficient, un système qui ne sera pas apte, qui n'aura pas les moyens techniques de pouvoir faire appliquer les peines qui sont justifiées par l'ampleur du délit. Et l'exemple typique, tel qu'il a été soulevé par ma collègue de Gatineau, c'est cette cinquantaine de cas où
des conducteurs ou des conductrices avaient été accusés de conduite avec faculté affaiblie et qui n'ont même pas vu leur cause être amenée au tribunal parce qu'ils ont été, et elles ont été relâchées. Pourquoi? Parce que les délais trop longs entre l'arrestation et l'accusation et leur procès a fait en sorte que la cause a été rejetée. Est-ce que c'est responsable? Non. Ces gens-là ont été accusés d'un délit grave et la société n'a même pas pu pouvoir entendre la cause et pouvoir faire appliquer une sanction. Alors, c'est beau dire que nous avons des lois qui sont strictes et qui sont sévères et que nous voulons rendre plus strictes et que nous voulons rendre plus sévères, mais d'un autre côté, si le système judiciaire manque les moyens qu'il faut, eh bien, à ce moment-là, c'est tout à fait inutile. On a une belle apparence, superficiellement, on fait notre travail, mais au bout du compte, la société n'est pas plus avancée. Alors, en ce sens, Monsieur le Président, je reconnais comme le député de Prince Albert, je reconnais également comme les députés qui ont parlé sur ce projet de loi que la question de l'alcool au volant, de la conduite avec faculté affaiblie, et je suis d'accord également avec le fait que les facultés peuvent être affaiblies avec d'autres substances que l'alcool, et ça, on pourrait se pencher là-dessus, effectivement, mais que cette question doit entraîner des peines plus sévères, laissées à la discrétion des juges. J'espère bien que le système judiciaire, dans la mesure de ses moyens, va continuer à prendre conscience des dégâts importants, des conséquences importantes qu'entraîne la conduite avec faculté affaiblie dans nos communautés et que ces sentences seront de plus en plus exemplaires. C'est la raison pour laquelle je vais voter pour ce projet de loi en troisième lecture, mais j'espérerais bien que ce projet de loi puisse venir du gouvernement. Nous avons des projets de loi, et ce n'est pas la première fois, nous avons quantité de projets de loi qui viennent des députés, utilisant les affaires émanant des députés, bien sûr, mais qui devraient, je pense, faire partie d'une stratégie concertée de la part du gouvernement en matière de loi et d'ordre et en matière de conduite avec faculté affaiblie pour s'assurer qu'effectivement, il y a plus de prévention qui se passe sur le sujet et que la question des peines criminelles et de la plus grande sévérité des peines puisse faire partie justement de cette stratégie établie. Alors, j'applaudis l'initiative du député en question, mais j'aimerais voir une stratégie plus élaborée de la part du gouvernement pour adresser cette question. Je ne l'ai pas vue jusqu'ici, ça me désole, mais puisque j'ai applaudi l'initiative du député, ça me faire plaisir de voter en faveur en troisième lecture. Merci. Order. The time provided for the consideration of private members' business has now expired, and the order is dropped to the bottom of the order precedence on the order paper.